bienvenue sur les ondes de Radio Infocité pour une entrevue dialogique avec un artiste qui expose actuellement au Centre Henri Lemieux à La Salle. Il s'agit de Simon Baudry et son exposition qui s'intitule Résurrection, tout à fait appropriée pour le week-end pascal. On est aujourd'hui le vendredi saint, évidemment dimanche de Pâques, et l'expo est en cours également le lundi de Pâques, donc lundi prochain. Et on accueille également une spécialiste sur ces questions-là de l'Université du Michigan, professeur Geneviève Zubritsky, qui a publié un livre chez Boréal. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec l'artiste Simon Baudry. Pour monsieur et madame tout le monde qui entre dans la salle, au Centre Henri Lemieux, à La Salle, on pourrait croire qu'il s'agit dans votre exposition d'une fusion du catholicisme et du nationalisme québécois. Qu'en est-il, Simon Baudry? C'est sûr que moi, j'utilise toujours des sujets pour métisser l'identité québécoise, puis tenter de se projeter dans un nous-mêmes qui soit au-delà du présent. J'ai pas l'impression que c'est un projet sur la religion. En tout cas, j'ai plutôt l'impression que c'est un projet sur le Québec, sur l'identité québécoise, sur le pays du Québec que je construis par mon art. C'est juste que la particularité de Résurrection, c'est de le métisser avec l'identité québécoise. Puis c'est sûr que l'identité catholique au Québec, elle est très, très chargée, elle est très, très imbriquée avec l'identité québécoise du fait qu'elle a autant été oppressante et libératrice à certaines époques. Mais dans le fond, ça peut avoir de l'air peut-être d'une exposition même pour catholique ou pour la religion. C'est pas vraiment le cas. C'est vraiment une exposition sur le Québec puis sur ma vision du Québec. Et professeur Geneviève Zubritsky de l'Université du Michigan, vous vous intéressez, vous vous êtes penché sur l'art de Simon Baudry, et d'autant plus que c'est votre créneau, c'est votre spécialité. Vous avez même publié un livre chez Boréal à ce propos. Qu'est-ce qui vous attire dans cette fusion? Dans la fusion de l'art de Simon Baudry ou dans la fusion où les tensions entre catholicisme et identité canadienne, française et québécoise? Les deux à la fois, dirais-je. Alors, commençons d'abord peut-être par mes travaux et comment j'ai été séduite par l'approche de Simon Baudry, peut-être. Alors, mes travaux portent sur justement la relation entre l'identité canadienne-française d'abord et le catholicisme, comment le lien entre catholicisme et l'identité canadienne-française s'est constitué, comment ça a contribué à donner à l'Église catholique un certain pouvoir ou un pouvoir certain, en fait, au Québec, jusque dans les années 60. Alors, mon questionnement à moi, c'était comment ce lien avait été fabriqué et comment il s'était défait pendant la Révolution tranquille. Et ce que le livre porte, Jean-Baptiste Decapité, porte principalement sur le démétissage ou comment ce lien s'est effrité pendant la Révolution tranquille. Et là, j'ai découvert, par mes recherches sur la Saint-Jean-Baptiste, j'ai découvert des travaux de Simon qui avait fait partie d'une campagne publicitaire du... comment ça s'appelait, Simon, le comité des Québécoises et des Québécois pour la fête nationale. Et Simon avait fait une série d'œuvres pour promouvoir la Saint-Jean-Baptiste. Et ça, j'ai été très, très prise par l'iconographie qu'il utilisait et comment il remodelait, il repensait certaines icônes d'identité québécoise et du folklore québécois. Là, donc, j'ai découvert les travaux de Simon Baudry à travers cette recherche-là et d'autres ensuite par le collectif Identité québécoise. Simon, tu devrais en parler parce que c'est vraiment aussi à la source de ta recherche artistique. Oui, tout à fait, j'en parlerai tantôt. Où il prenait, par exemple, les symboles, la raquette ou la chasse-galerie ou le vieux de 37 et le réinterprétait pour
euh, pour promouvoir ou pour penser un Québec nouveau, à la fois enraciné dans le folklore québécois, mais qui dépasse le folklore, justement, pour rendre l'identité québécoise non pas folklorique, justement, ou ethnique, mais proactif, moderne, contemporain. Et donc, j'utilisais certaines de ses œuvres, en fait plusieurs de ses œuvres, dans le livre pour expliquer à la fois une critique de l'identité canadienne-française qui était très, très ancrée sur le catholicisme et son projet de société avec son unilis, par exemple, qui est à la fin de l'exposition Résurrection. Pour moi, c'était très, très, très parlant. Ça m'a énormément interpellée. Et c'est pour ça que j'ai intégré ces œuvres et que je les analysais dans le livre Jean-Baptiste Décapité. Et je souligne le mot collectif que vous venez de dénoncer, professeur Geneviève Zubrzycki, d'autant plus pour l'auditoire de Radio Infocité, qu'elle est sociologue. Donc l'aspect collectif importe énormément. Et faire ce lien, faire le pont entre l'art de Simon Baudry et un projet de société, c'est là la plaque tournante. Vous pourriez enchaîner, Simon Baudry. Oui. Ben, en prenant la balle au bon que Geneviève a lancée sur l'idée du collectif, mais plus précisément sur le collectif Identité québécoise dont elle a parlé. À cette époque-là, on est en 2007. Le collectif a été effectif de 2007 à 2010, puis on trouvait qu'on connaissait très mal notre histoire, qu'on entendait très peu parler du Québec. Et nous, ben, ça nous tentait d'en apprendre un peu plus. Donc, à la base, on a invité des conférenciers à venir nous parler de sujets québécois. Donc, Pierre Falardeau est venu. C'était un peu un portrait de sa vie et de sa carrière. On l'a appelé cette conférence Portrait d'un colonisé. Ensuite, il y avait d'autres sujets, pas que seulement politique, mais la forêt québécoise, puis ensuite la géopolitique. Puis ensuite, ben, au fur et à mesure de ces rencontres-là, bon, on a invité Jacques Lacourcière aussi, qui est venu nous enseigner l'histoire du Québec en 15 semaines. Puis on invitait des gens. Donc, c'était quand même beaucoup d'organisations. C'était l'idée de pouvoir donner un savoir sur le Québec à des jeunes, puis après ça, des moins jeunes, mais que ça se passe moins dans le cadre des groupes plus officiels nationalistes, comme la Société Saint-Jean-Baptiste, par exemple, ou Oui Québec. Donc, on a fait des ateliers aussi, des discussions. Puis, à un moment donné, ben, c'était à une époque où ce qu'on était, les membres du collectif, un peu plus engagés politiquement. On militait au sein du Parti québécois. Puis on suivait pas mal ce qui se passait politiquement, mais nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas vraiment des politiciens. Ce qui nous intéressait, on était des créateurs. Ce qui nous intéressait, c'était de créer. Et donc, avec Philippe-Jean Poirier, avec qui j'ai fondé le collectif, on a écrit un manifeste. Puis les textes qu'on écrivait, on les diffusait dans l'Action nationale, par exemple. Le Devoir aussi a diffusé un article sur un texte qu'on avait écrit qui s'appelait Essai graphique sur le drapeau québécois. Et là, c'était le projet dont Geneviève a parlé tantôt, de notre proposition de drapeau qu'on a appelé l'Unilis, qui avait comme proposition de rassembler les quatre petits Québec, finalement, sur le drapeau. Au départ, je voyais même pas la croix. Je voyais que des petits Québec séparés en une unité plus grande et plus affirmée. Donc, un seul lys au centre d'un grand rectangle bleu. Ce faisant, la croix disparaissait. Puis ça devenait plus intéressant, un symbole plus laïque qui est plus uni. Donc, à la base, cette œuvre-là, tu vois, est datée déjà de 2008. Puis je l'ai trouvée très, très pertinente encore aujourd'hui de réexposer dans Résurrection. Et pour moi, c'est le drapeau du Québec indépendant, le Québec assumé, le Québec uni, puis multiple à la fois, mais uni. Donc c'est ça. Puis le site du collectif Identité québécoise est toujours en ligne. C'est identitéquébécoise.org, mais il est plus effectif, disons, depuis 2010. La transformation, disons, de notre implication politique puis citoyenne et d'éducation, c'est transformé en une implication créative. Puis après ça, ben, chacun des membres, on a fait nos choses. Comme Philippe, lui, il a écrit des livres, c'est un auteur. Puis moi, ben, j'ai commencé une démarche artistique. C'est toujours sur le thème de l'identité québécoise, du Québec, le pays comme
lieu de toutes les projections possibles pour construire le Québec nouveau. Alors, je tiens à souligner, quand vous parlez d'unilis, en philosophie, on parle de l'unicité. Donc, en quelque sorte, de façon symbolique, on est presque en sémiologie. Donc, signe, symbole et sens, vous appuyez l'unicité nationale, voire la solidarité nationale ainsi. Oui, ben, ça va tout à fait avec ce que je pense. Au début, le titre de l'œuvre était Monolis. Et je trouvais que mono renvoyait à une solitude plutôt qu'une unité. Donc, c'est ce que j'ai aimé du mot unilis, qui s'inscrivait aussi en continuité avec le fleur d'Elysée, puis l'unilis étant comme un peu l'aboutissement de tout un parcours national que je voyais représenté dans l'unilis, le mot et l'œuvre. Mais je pense aussi, si je peux, oui, mais... moi, ce que je trouvais aussi fort avec l'unilis, c'est qu'il se pose aussi en contrepartie à l'unifolié. Mais d'une manière qui est pas... dans mon livre, je parle aussi justement du drapeau du Québec, qui est qu'on aime, qui est très important, mais qui est un peu triste, dans le fond, parce qu'il marque une certaine régression. Il marque une certaine régression dans le sens où c'est des symboles royalistes, français royalistes. Puis le Québec a adopté ces symboles-là aussi parce qu'il s'était fait voler la feuille d'érable par les Anglo-Canadiens. Hein? La feuille d'érable, le castor, tout ça, c'était des symboles canadiens-français qui, une fois les Canadiens anglais l'ayant adopté, comme le mot canadien d'ailleurs, les Canadiens français les ont délaissés et là, se sont repliés ou retranchés sur la vieille France. Alors, quand on pense aux travaux de Benedict Anderson, par exemple, qui parle de la nation imaginée et des nationalismes créoles, les créoles étant les nouveaux arrivants qui créent leur propre, comme les Américains ont fait, les républicains, ce qui arrive au Canada français après la défaite des Patriotes, c'est l'échec d'un projet républicain et l'abandon. Les Québécois, les Canadiens, pas les Canadiens avaient leur drapeau républicain, celui des Patriotes. Puis on l'a laissé et on a adopté, par exemple, le drapeau de Carillon, puis on s'est retranché sur des vieux symboles de la vieille France. Alors moi, ce que j'aimais de l'unilis, c'était justement OK, on a ce symbole-là, mais ce n'est pas nécessairement le symbole des royalistes français. Ça devient le symbole d'un Québec contemporain. Et aussi, ça arrive au moment des débats sur les accommodements raisonnables. C'est que l'intervention que Simon faisait avec ce symbole-là de réunir les 4 listes et de facto enlever la croix, ça proposait un Québec qui était uni autour d'un projet culturel et politique au lieu de diviser différentes communautés et pour moi, ça, c'est brillant comme projet. Mais si je peux ajouter aussi, c'est super bien résumé, dans la démarche, comment je peux dire, c'est sûr que c'est une projection de soi-même puis d'un certain idéal, ce qui est quasiment tout le propos de Résurrection. Mais effectivement, ce que tu disais sur l'unifolié versus l'unilis, c'est que quand on compare le fleur d'Elysée avec l'unifolié, le drapeau du Québec a de l'air, comment je peux dire, pas très clair, on voit mal les symboles, tandis qu'avec l'unilis, il est du même poids graphique que l'unifolié, ce qui fait que c'est plus l'idée de nation à nation qui est représentée. Donc c'est sûr que c'est une œuvre quand même assez engagée aussi, au-delà de vouloir en faire quelque chose de culturel. Le rassemblement, c'est assez engagé, c'est une œuvre assez politique. Puis c'est sûr que l'idée de la République, elle me plaît aussi énormément. Puis je pense pas que cette idée-là, elle est, comment je peux dire, je pense pas que cette idée, elle est complètement morte. C'est vraiment ce que je pense. Et mon approche en tant que spécialiste en sciences des religions et spécifiquement les rapports entre religion, culture et politique dans l'histoire du Canada français et sa transition vers le Québec
de la Révolution tranquille post-moderne et post-moderne. J'invite l'auditoire de Radio Infocité de lire mes mémoires de Lionel Groulx, le chanoine Lionel Groulx, parce qu'il avait son mot à dire dans le drapeau actuel du Québec, et évidemment, comme prêtre, comme clerc, il fallait que la croix soit au centre du drapeau. Et on va poursuivre là-dessus, si vous voulez bien, parce que autrefois, on parlait, je suis très content que le professeur Geneviève Zubretsky mentionne les patriotes. Croyez-le ou non, dans mes recherches, j'avais étudié le catéchisme des patriotes, qui était écrit avant la Révolution tranquille, parce que il y avait un théologien à l'Université Laval du nom de Louis-Adolphe Paquette, qui était très, très estimé, très considéré, même à Rome. Eh bien, Louis-Adolphe Paquette, on le considérait le théologien national. C'est donc dire sous un jour intellectuel, c'est la théologie qui est à la base, qui est la pierre angulaire de cette nation. Et plus tard, il y avait évidemment l'historien national du nom de Lionel Groulx. Et quand on voit cette évolution, les premiers principes du nationalisme avant la Révolution tranquille, à plusieurs égards, sont théologiques, philosophiques, et spécifiquement la philosophie thomiste, qui était très en vogue suite à Léon XIII, Aeternam Patris. Mais ce qui m'intrigue dans cette exposition Résurrection par Simon Baudry, c'est que en entrant dans la salle, au centre Henri Lemieux, je me dis, mais est-ce que l'artiste affirme cette symbiose entre catholicisme et nationalisme? Et je dis bien symbiose parce qu'on parlait autrefois de la langue, la gardienne de la foi, et l'envers de la médaille, la foi, la gardienne de la langue. Et donc, tout ce concept de la survivance. On pourrait croire, Simon Baudry, en entrant dans cette exposition, que vous avez créé une relation symbiotique entre le nationalisme et le catholicisme. Ben, je sais pas, mais c'est sûr que d'un point de vue très, très personnel, il y a eu dans mon parcours de vie un cheminement, disons, catholique. Premièrement, à l'école, ben moi j'ai fait tous les sacrements, c'était normal, c'était les cours de catéchèse, on a fait tous les sacrements à l'école. Donc il y avait encore la part en éducation du religieux, c'était pas quelque chose d'anormal, c'était normal. Ensuite, bon, j'allais à l'église un peu de force, là, tu sais, on faisait ce qu'on pouvait, moi puis mon frère, pour s'amuser sur les bancs d'église pendant les cérémonies, mais ça a tombé un peu dans l'oubli, mais je pense que ça a toujours fait partie des gens, en tout cas de ma génération. Moi, j'ai 46 ans. Bon, les gens qui ont 40 ans ont tous vécu ça. Mais donc, un oubli complet, on fait nos affaires. Puis à un moment donné, moi, vers la fin adolescence ou début adulte, j'ai ressenti comme un besoin une recherche justement du collectif. Je savais pas trop dans quoi m'embarquer. Bon, après le soccer, après le journal étudiant, ben j'ai eu un parcours religieux, donc, de quelques années. Je suis même allé à Rome dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse. Donc ça, c'est la symbiose que moi, je peux parler, c'est que je l'ai vécu, cette recherche du spirituel, cette recherche du plus grand que soi, on vient d'où, qu'est-ce qui se passe. C'est juste que j'ai décroché à un moment donné quand je me suis rendu compte que ça restait dans l'ordre de la foi, puis que moi, il me manquait l'action. C'est là qu'il y a eu comme un premier transfert vers le politique, qui a donné lieu à une action avec le collectif Identité québécoise, les projets qu'on faisait, puis une autre transformation où le politique est devenu artistique, donc créateur. Donc, moi, ça, c'est la symbiose personnelle que j'ai vécue, puis qui donne du sens, d'autant plus, je trouve, au projet Résurrection. J'ai utilisé des codes que moi, je connaissais très bien, que j'ai expérimenté à l'enfance
avec un apprentissage, disons pas de force, mais disons que tout le monde apprenait. Et ensuite, d'un apprentissage par choix, j'ai fait une expérimentation personnelle. J'ai choisi de suivre une certaine forme de cheminement catholique pour l'abandonner. Puis quand j'ai continué à faire mes projets en art, tout ça, ça fait quand même 10 ans que je fais des projets en art. Ben, ce projet-là, il était latent depuis très très longtemps. Les premières œuvres qui ont été justement publiées dans le livre de Geneviève, je crois Geneviève, c'est en 2016, il me semble, ou en tout cas 2000. La version originale anglaise est publiée en 2016. Bon, 2016, donc on s'est parlé avant. Donc en 2014, j'avais fait le premier Jésus avec un chalumeau planté dans le Sacré-Cœur. Il avait une chaudière sous lui, mais à ce moment-là, c'était une œuvre brute. C'était une statue trouvée sans bras de Jésus, exposée telle quelle, presque avec sa poussière, avec un trou que j'ai fait à la drille, un chalumeau que j'ai planté, puis une chaudière. C'était un peu dans l'idée, ben, à une époque où on a évacué le religieux, où on l'a tassé, qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, avec le bain, puis avec la maison, puis assez rapidement, ben, qu'est-ce qu'on peut encore en tirer de... Qu'est-ce que tu as à dire, Jésus? Qu'est-ce que t'as... Puis après ça, ben, qu'est-ce que tu as à dire, Bouddha? Puis qu'est-ce que tu as à dire, Shiva, Brahma, Mahomet, Allah, tout ça. Fait que l'utilisation des codes religieux me variés, donc toutes les divinités dont je viens de parler sont dans l'exposition, sont en cercle autour d'une grande bassine en métal, chacun avec un chalumeau dans le corps. C'est pas tant une invitation au retour du religieux, bien qu'il soit en train de se passer, j'ai l'impression. C'est plus de représenter la diversité et de la mettre ensemble de façon très claire avec des codes simples que tout le monde comprend. Donc, c'est ça, là encore, j'ai de la misère à dire que c'est de la symbiose avec la religion. C'est beaucoup pour parler de l'identité québécoise, d'un parcours national aussi, d'un récit national. Et à la manière de la ceinture fléchée, le tricoté, ben, l'identité québécoise et la religion catholique, elle l'est. Puis maintenant, ce qui va arriver avec l'arrivée de tous ces nouveaux arrivants qui arrivent avec ben, leurs croyances, leur religion différente de la nôtre, en tout cas du passé religieux québécois, ben, je me pose quand même la question s'il faut carrément tout évacuer, bien que je crois que la société doit rester laïque, les institutions laïques, l'éducation, tout ça, le système politique. Mais moi, c'est une question que je pose, c'est qu'est-ce que vous avez à dire? J'aimerais entendre parler des imams, j'aimerais entendre parler dans l'espace public des gens de l'Église catholique ou de d'autres églises aussi, je pense qu'ils font partie de la société. La société, je la crois quand même laïque. Et je souligne à l'auditoire de Radio Infocité, en tant que spécialiste en sciences des religions, cette expo est au-delà de l'écuménique, c'est-à-dire le dialogue entre toutes les branches du christianisme. C'est vraiment, comme disait Simon Baudry, à la fin, vous avez une œuvre qui est carrément interreligieuse. Donc, il y a là, à mon avis, une tentative de joindre le particulier ou le particularisme qu'on appelle nationalisme à l'universel, de tendre vers l'universel, de tendre vers l'universalisme. Aussi devrais-je signaler que dans plusieurs religions, il ne s'agit pas nécessairement d'une divinité, d'un dieu, et c'est le cas de Mahomet, n'est-ce pas? On est en Ramadan actuellement, donc Mahomet occupe, comme Bouddha, occupe une place tout à fait unique. Sans Mahomet n'est pas pour autant une divinité, un dieu. Mais il y a autre chose. Quand on regarde ces œuvres, l'ensemble des œuvres, je crois que vous avez tenté, me semble-t-il, de créer une iconographie qui vous est propre pour articuler votre vision nationaliste, Simon Baudry. Oui, je pense que ça se fait aussi, même en premier lieu, parce qu'on est quand même dans le champ des arts visuels. Si j'avais été un peintre, par exemple, assurément que j'aurais fabriqué ma pigmentation, ma peinture, j'aurais trouvé ma palette.
Donc, c'est plus dans ce sens-là que votre question, je voudrais la diriger. C'est, vu qu'on est dans le domaine de l'art, tous les motifs que j'utilise, ma peinture à moi, c'est beaucoup des motifs identitaires, par exemple, comme le carotté rouge et noir de la chemise de chasse, le fléché aussi multicolore, mais donc ce motif-là est très, très intéressant. Beaucoup l'iconographie aussi, le chantier de construction. Ben, j'aime beaucoup le métissage, la construction, qu'on est en train d'avancer de façon un peu nomade. La destination est pas si claire que ça, mais on avance, donc on se construit en même temps. Ça j'aime bien. Euh, le lisse est là, mais ce que j'aime du lisse, c'est que c'est tout ce que tu as dit, Geneviève, tantôt sur la royauté, tout ça. Moi, je suis d'accord qu'à la base, c'est vraiment un symbole de cet ordre-là. Mais dans mes recherches, quand on a signé le texte qui est sur le devoir, l'essai graphique sur le drapeau, on a trouvé que les Égyptiens utilisaient le lys aussi, ou d'autres peuples dans le temps, même bien avant la France, ont utilisé le lys. Donc nous, c'est dans ce sens-là que, pour moi, le lys est un symbole universel, mais qui maintenant est devenu le symbole national des Québécois. Donc, moi, je construis ma palette. J'aime bien utiliser ces termes-là. Je pense pas que les personnages des différentes religions vont devenir des personnages récurrents dans mon œuvre. Par contre, l'objet du chalumeau, l'outil du chalumeau, je ne sais pas ce qui va devenir dans ma démarche, mais comme un Magritte, on voit les pommes, les chapeaux. Ben, le chalumeau, pour moi, c'est un outil exceptionnel. Premièrement, ça vient d'un savoir autochtone qui était capable de prendre l'eau d'érable ou la sève et la récupérer. L'outil en métal, bon, est venu après, mais ça sert quand même à recueillir une substance dont on n'a pas accès et de la recueillir et ensuite de pouvoir la transformer, dans ce cas-là, en sirop d'érable. Donc, c'est un outil qui assurément peut survivre au projet Résurrection. Je l'ai d'ailleurs, il y a une œuvre qui s'appelle Québec Air dans l'exposition, où le chalumeau est un énorme vaisseau spatial qui se promène. Le crochet est un bras canadien spatial. Et c'est un outil, un véhicule qui permet de déverser quelque chose qu'il est allé chercher. Dans le cas d'un vaisseau, ben, je l'imagine bien pouvoir se brancher à une station ou à un quelconque autre vaisseau, recueillir quelque chose et le rapporter. Donc, c'est dans ce sens-là que peut-être qu'il y a une codification, il y a des objets ou il y a des motifs identitaires, il y a des choses qui reviennent dans mes œuvres, ben, qui font en sorte qu'on comprend, quand on comprend le parcours que j'ai pu avoir, puis les différentes œuvres que j'ai créées, ben, ce qu'elles veulent dire quand je les utilise. Et presque dans un sens wagnérien de l'opéra, il y a des leitmotifs qui reviennent à maintes et maintes reprises dans cette exposition. Du même souffle, je dirais, le chalumeau, je me suis demandé, s'agit-il d'un archétype dans l'iconographie de Simon Baudry? Évidemment, archétype dans le sens de Carl Jung et des archétypes, parce que ça devient presque universel dans cette exposition. Mais retournons à cette question de la symbiose. Qu'en dites-vous, professeur Geneviève Zoubreski, d'autant plus que vous avez publié un livre sur religion, nationalisme et sécularisme? Oui, en fait, moi, la démarche de Simon, je la vois pas comme une symbiose, je la vois comme une réinterprétation et un remétissage d'un parcours historique, un parcours historique qui nous a fondés, même si on en a rejeté une grande partie. Et ça fait partie, en fait, d'une espèce de recyclage. Même l'œuvre dont tu parlais, Simon, du premier Christ sans bras avec le chalumeau, le titre original que tu avais donné à cette œuvre-là, c'était « Ce qu'il reste de nous ». Et pour moi, ça avait été très, très interpellant parce que c'était « OK, qu'est-ce qui reste? C'est plus le sang du Christ, c'est l'eau d'érable. Donc, en fait, ce qui reste, c'est un bout de bois.
on a enlevé la signification religieuse et ce qui reste, c'est d'autres choses. Alors, moi, ce qui m'intéressait, puis quand Simon m'a invité à participer aussi à l'exposition Résurrection, c'était la découverte de Simon de certains événements et dans le passage du Québec dans la laïcité qui ont été obnubilés, c'est-à-dire la décapitation de Saint Jean-Baptiste en 1969. Personne n'en parle, personne s'en souvient. On l'a enfoui à quelque part. Comme on pense aussi au Québec d'une manière générale, qu'on est complètement laïque, comme s'il n'y avait plus de religieux ou plus de catholicisme dans la société québécoise. Et ce que j'essaie de montrer, moi, dans mon livre, c'est que, en fait, ça crée un problème sociétal et politique, puisque la religion continue d'informer, ça ne se dit pas vraiment, c'est un anglicisme, mais ça continue à former qui on est, mais on croit que la religion ne joue plus de rôle. On pense qu'on s'est débarrassé de la religion, mais ce que les débats sur l'accommodement raisonnable ont montré, c'est bien que notre conception même de la religion est foncièrement chrétienne et qu'on est plus catholique qu'on pense qu'on l'est. Et donc, moi, ce que je trouve aussi qui est important dans la démarche de Simon, c'est de montrer comment on est resté catholique. Il faut savoir dans quelle mesure on est encore catholique ou chrétien, même si ça reste d'une manière plus ou moins culturelle ou traditionnelle plutôt que religieuse, pour pouvoir accepter la religion des autres. Il faut reconnaître comment on demeure religieux d'une certaine manière. Alors, la symbiose, c'est plus, si le terme, c'est plus dans un effort de reconnaissance de ce qu'on était pour pouvoir devenir quelque chose d'autre. C'est plus reconnaître, OK, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, reconnaissons que le bébé est encore là quelque part. Mais c'est là aussi, et je souligne... l'âge des Lumières, donc le XVIIIe siècle, il y avait à toute fin pratique un projet de société. On allait favoriser la raison, le rationalisme, la religion allait prendre moins de place, sinon l'évacuer. Ce projet de société de l'âge des Lumières, Voltaire, Diderot, ainsi de suite, on était à peu près convaincus qu'on allait dans une croissance vers une pleine connaissance basée sur la raison, basée sur les sciences, ainsi de suite. Or, c'était peut-être le cas dans leur esprit, mais pour nous qui voyageons aux quatre coins du monde, je vous assure, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, il n'est pas question que la religion, on peut l'évacuer. Donc, est-ce que les Occidentaux, l'élite, l'intelligentsia du XVIIIe siècle s'est trompée? Et c'est un peu le défi dans le Québec en 2023. Peut-être qu'on peut se présenter comme laïque. Et tout le projet de la laïcité a ses racines, n'est-ce pas, dans le rationalisme du XVIIIe siècle. Mais quand on accueille des musulmans, des hindous, et j'en passe, pour eux, leur vision du monde, leur mentalité, comme dirait Fernand Braudel, l'histoire des mentalités, eh bien, ces mentalités sont bien différentes. Qu'en dites-vous, professeur Geneviève Zibelti? Oui, mais ça fait partie d'un processus justement intellectuel et politique. Et qu'au Québec, on a commencé tard, justement après l'échec des rébellions des patriotes. On s'est retranché sur le catholicisme. Vous citiez avant Monseigneur Paquette. C'était une vision, Monseigneur Paquette et bien d'autres, qui était aussi centrée justement sur le catholicisme et puis qui a eu des effets plus
nocifs sur la société québécoise. Par exemple, le retranchement sur l'agriculture, l'éducation qui était seulement faite par l'Église, laisser les affaires qu'on considérait plus, en guillemets, sales que l'agriculture qui était noble ou les études, justement, en théologie. Ça a eu un effet sur le développement de la société québécoise et des Canadiens français. Et c'est justement cette emprise sur la société québécoise que, dans les années 60, une nouvelle génération de nationalistes rejetait et disait, bon, il faut se développer, il faut le rattrapage, c'est ça. Alors, la question du rattrapage et de la Révolution tranquille, c'était devenir moderne, c'était entrer dans la modernité. En fait, on est rentré de plein fouet dans la postmodernité. Mais dans ce processus-là, on pense qu'on a laissé la religion derrière, alors qu'elle continue à nous habiter. Et là, c'est un processus qui est important de reconnaissance de ce fait-là, puisque on traite, on a tendance à traiter la religion des autres, soit comme un atavisme, quelque chose qui est pré-moderne et donc problématique, et qui n'a pas de place dans notre société, soit on la traite comme quelque chose qui est, qui est quelque chose de problématique parce que c'est pas notre religion. Alors, ce que je trouve intéressant de la démarche de Simon, c'est justement d'essayer de reconnaître quelque chose du passé, d'en faire quelque chose de moderne et de métisser avec la culture des autres. C'est là que le projet politique se fait. C'est dans la reconnaissance de soi qui nous permet de reconnaître l'existence et la participation de l'autre dans un projet politique. Et je dois dire, en tant que critique d'art, un autre chapeau que je porte, je vois beaucoup d'expositions. J'en vois très rarement d'expositions d'art contemporain sur le nationalisme et encore moins qui fait le pont entre le nationalisme québécois et le catholicisme. Et puisque ma spécialité, c'est le nationalisme, je tiens à dire à l'auditoire de Radio Infocité que cette symbiose, on pourrait dire presque ce syncrétisme entre religion et nationalisme n'est pas unique à l'histoire du Canada français. Ça se passe actuellement avec le Premier ministre Modi en Inde, qui est un nationaliste hindou, et ça aux dépens des minorités religieuses, entre autres les musulmans. Et ce n'est pas unique ni à l'hindouisme. Prenons le cas du bouddhisme en Myanmar, ce qu'on appelait autrefois en Birmanie. Là, vous avez des moines bouddhistes qui ont prêché un nationalisme et le résultat, c'était de chasser la minorité musulmane de la Birmanie, du Myanmar. Et on pourrait en parler d'autres. Donc, cette dialectique entre religion et nationalisme, elle est bien au-delà de l'histoire du Canada français, elle est combien actuelle sur la scène mondiale. Oui, oui. Et c'est pour ça que je trouve votre exposition, Simon Baudry, tout à fait unique, exceptionnelle même. Ben, moi, j'aime bien aussi ce que Geneviève disait, utiliser le passé pour un peu se reconfigurer puis regarder un peu plus loin. Donc, tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait depuis le début dans pas mal toutes mes œuvres. Dans la séparation dont Geneviève parlait tout à l'heure dans les années 60, quand le Canada français est devenu le Québec, quand les identités se sont transformées, on a vraiment créé une cassure. Puis moi, j'ai toujours trouvé dommage de me couper de toute l'histoire que je connaissais pas vraiment qu'on avait, puis qui est plus ou moins bien enseignée, honnêtement, à l'école. En tout cas, moi, je l'avais pas vraiment reçue. Donc, c'est à partir de l'étude du passé que ça a nourri tout comment je peux dire, autant le bassin d'œuvres potentielles que les réflexions qui ouvraient sur des chantiers. Donc, c'est dans ce sens-là qu'en regardant le passé, autant le folklore, les légendes, les métiers, les outils, les us et coutumes, les luttes qu'on a eues, ben la religion, c'est un peu là que je l'ai trouvé de façon plus concrète. Vous utilisez le terme symbiose, mais elle était là. Puis moi, ce que j'aime de la dynamique, disons,
c'est elle a été l'Église protectrice. Donc, d'une certaine façon, elle a permis à ce que cette identité reste, j'aime pas le mot pur, là, disons, mais qu'elle reste concentrée au niveau des valeurs religieuses et de la langue, parce que ça a longtemps défini l'identité canadienne-française. Mais après ça aussi, elle a été très oppressante parce qu'il fallait que tu fasses tant d'enfants. C'était ça, c'était donc ça, je trouve que ça ressemble beaucoup au choix qu'on a comme Québécois. C'est-à-dire qu'on a contribué à fonder le Canada autant que le Québec. La province versus le pays, c'est un peu cette dynamique-là. Il y a un État qui est beaucoup plus amoindri puis qui va être soumis à un autre État, toujours. Et il y a la possibilité que le Québec devienne un pays au concert des nations qui parle dans sa propre voix. Donc ça, c'est beaucoup plus de l'ordre de l'émancipation. Je trouve que dans les choix possibles ou la dynamique québécoise du Québec-Canada, ça ressemble beaucoup à la dynamique face aux catholiques puis à l'identité canadienne-française ou québécoise. Tu sais, comme juste le Canada, quand Geneviève parlait des symboles qui ont été volés, ils ont été volés, mais dans un but, en tout cas, je pense, assez précis, c'est de faire accepter l'union, la fusion, le nouveau pays aux conquis. Donc, la meilleure façon de le faire, puis les Britanniques l'ont fait souvent dans le monde, c'est de créer un pays qui a le nom, qui a les symboles et qu'on resserre au peuple conquis. Et ce qui fait que je comprends tout à fait de vouloir rester canadien parce qu'on est canadien, c'est notre pays, on l'a fondé, c'est nos symboles. Quand je regarde le drapeau du Canada, je me vois. Quand j'entends l'hymne national du Canada, surtout chanté en français, je m'entends. C'est ça qui est compliqué dans la dynamique. Puis si on veut créer le pays du Québec, c'est sûr qu'il faut accepter de perdre certaines choses, et y compris les choses qu'on pense comme fondamentales. Par exemple, la langue française, c'est encore un combat qu'on a amené. C'est précaire. Mais les Écossais, par exemple, n'ont plus leur langue d'origine et se considèrent quand même tout à fait écossais sans la posséder. Donc, je pense que l'identité québécoise et le pays du Québec va au-delà de la langue. C'est une chance qu'on parle français, c'est une culture différente, on apporte à la richesse. Mais dans 500 ans, dans 1000 ans, le Québec sera quoi? J'ai aucune idée, mais j'espère qu'il sera Québec. On ne sera plus là dans 1000 ans. Non. Et c'est intéressant votre commentaire, Simon Baudry. J'enseigne également sur les réserves des Premières Nations, entre autres à Masquachiche, où le pape a fait sa première étape l'été dernier. Et je constate le grand défi chez les Premières Nations, c'est la perte de la langue aussi. D'ailleurs, c'est la raison qu'on parle tellement des anciens, parce que souvent, ce n'est que des anciens qui parlent encore la langue des Premières, la langue indigène. Or, pour compenser la perte des langues indigènes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on puise dans la spiritualité des Premières Nations pour justement avoir la masse critique culturelle qui va permettre qu'on va continuer, qu'on va survivre, qu'on va s'affirmer, qu'on va articuler notre identité. Et c'est ça qui est fascinant, Simon Baudry, c'est que toutes comme les Premières Nations sont en quête identitaire, vous l'êtes aussi dans cette exposition Résurrection. Mais là, je vais jouer l'avocat du diable, parce que quand j'entrais dans cette salle, je ne pouvais penser, puisque vous avez mentionné l'Action nationale, où vous avez publié, vous savez, ce qui a précédé l'Action nationale, c'était l'Action française, dont Lionel Groulx était le rédacteur en chef. Et le titre faisait écho à l'Action française de Charles Maurras en France. Or, il y a eu, à la fin des années 20, une condamnation de Charles Maurras et de l'Action française. Et cela a secoué Lionel Groulx à un point tel qu'il a changé le titre de la revue en l'Action canadienne française,
puisqu'il était clerc, il était ecclésiastique, et il ne voulait pas tomber sous la condamnation. Et par la suite, il a mis fin et il a fondé, dans les coulisses, il était rédacteur en chef et fondateur de l'Action nationale. Or, dans les années 30, il y a un débat d'idées avec un autre clerc, dominicain celui-là, du nom, et sociologue, en passant, Georges-Henri Lévesque, qui lui contestait quel est le rapport entre religion et nation. Et pour cause, parce qu'en 1927, un philosophe français du nom de Jacques Maritain a publié un essai qui fait date, La primauté du spirituel. Or, cette tension dynamique, cette dialectique entre ce qui est sacré et ce qui est national, entre le spirituel et le national. Que diriez-vous là-dessus dans ce qu'on voit dans cette exposition, professeur Geneviève Zubreski, et en rapport avec votre livre? En fait, je crois que la généalogie que vous créez, que vous racontez ici, c'est une généalogie qui est justement problématique au Québec. Hein? De penser à Monseigneur Paquette, Lionel Groulx, c'est des penseurs de la nation canadienne-française aussi qui étaient de droite, comme Maurras l'était, et comme avec une bonne dose d'antisémitisme aussi. Alors ça fait partie d'un héritage du nationalisme au Québec qui a également été rejeté en raison de l'ultramontanisme, par exemple, et l'antisémitisme, et aussi le fait que ces penseurs de droite-là contribuaient à l'oppression du peuple canadien-français en l'empêchant à se développer au point de vue économique, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que certains de ces penseurs-là n'ont pas contribué aussi à une certaine philosophie de la nation, mais je crois que c'est un passé qui est très chargé puis qu'il faut prendre avec des pincettes. Il faut y faire attention parce que c'est un nationalisme qui tend à être, non pas qui tend, mais qui est très conservateur et c'est pas un nationalisme inclusif. C'est un nationalisme qui est fondé sur l'exclusion des autres, l'exclusion des minorités ou des peuples d'autres origines ethniques et religieuses, donc de la différence. Et je crois pas que ce soit justement cette généalogie-là et cette partie du catholicisme-là, non seulement que Simon revendique, je ne crois pas du tout, mais ça fait justement partie quand on pense au refus global. Le refus global de Borzua et du manifeste, c'était justement le refus de la grande noirceur de Duplessis, mais de cette généalogie-là, justement. Il faut dire que le Québec a été empreint de ça parce que avec la Révolution française, il y a beaucoup de clercs, justement, qui viennent se réfugier au Canada français. Après la loi de 1905 en France, il y a une nouvelle génération de clercs qui viennent, avec la loi de 1905 sur la laïcité en France, qui viennent se réfugier et qui continuent à alimenter un conservatisme et une vision du catholicisme conservatrice. Et le refus global en 1948 et ensuite la Révolution tranquille, c'est un refus justement de cette vision nationale-là. Et choisir la langue à ce moment-là comme vraiment le seul pilier, c'est aussi permettre une redéfinition de l'identité qui s'ouvre à l'autre, puisqu'une langue, on peut l'apprendre. Donc, je crois que ça, il faut vraiment y penser comme le parcours historique, intellectuel et culturel et le passage du Canada français au Québec et la série de discussions qu'on a au Québec sur la laïcité, mais aussi sur la religion des autres. C'est
c'est un moment historique, je crois, qui est très, très important. Parce que si on veut construire un Québec, justement, ouvert sur le monde, il faut pouvoir accepter l'autre. Et l'altérité. la différence, les différences linguistiques, culturelles et religieuses, tout en proposant justement aux nouveaux arrivants une vision forte du Québec. Et la vision forte, elle se penche aussi, Simon disait il y a quelques minutes, comment l'enseignement de l'histoire du Québec est faible au Québec. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis de la même génération, je suis un peu plus vieille que Simon. Mais c'est comme si nos mythes nationaux, on a bâti le Canada. Quand on pense aux bâtisseurs, aux colons d'une part, mais aussi aux coureurs de bois, c'est des gens qui étaient absolument extraordinaires. On a colonisé, oui, les Amérindiens, et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi commencer à entreprendre, à dialoguer avec les peuples autochtones pour reconnaître notre jeu là-dedans, qu'on n'est pas seulement colonisé par les Anglais, mais qu'on a colonisé aussi les Amérindiens. Mais il faut aussi faire valoir notre patrimoine dans le sens où pourquoi le mot colon, c'est une insulte au Québec? Et donc colon. En fait, les colons, c'était des hommes et des femmes extraordinairement forts, dédiés et dévoués, qui ont des histoires incroyables. Je crois qu'il faut se réapproprier ça. Et justement, la ceinture fléchée que Simon reprend, puis il y a une photo qui est extraordinaire où il a fait le métissage, le tissage, métissage avec des bras de différentes couleurs du Nouveau-Québec. C'est recouvrer une certaine fierté dans notre patrimoine. Et sans cette fierté-là, qui passe par le sirop d'érable, la cabane à sucre, la ceinture fléchée, les coureurs des bois et les colons, entre autres, puis le vieux de la vieille qui devient un activiste écolo, etc. C'est ça qui va permettre au Québec d'intégrer les nouveaux arrivants en proposant un projet de société qui reconnaît son passé et qui bâtit un futur. Et merci beaucoup pour cette mise en contexte. Et je souligne, et en même temps, je vais lancer un défi à l'artiste Simon Beaudry, de son vivant, vers la fin de sa carrière, les disciples historiographiques de Lionel Groulx ont rejeté ce nationalisme dont vous venez de parler, professeur Geneviève Zoubreski. Je parle de Michel Brunet, je parle de Maurice Séguin, je parle de Guy Frégault. Et dans le cas de Michel Brunet, il taxait Lionel Groulx d'un messianisme. Eh bien, dans votre expo, Simon Beaudry, oui, pourrait-on parler d'un messianisme nationaliste où le Christ, c'est René Lévesque? Le Messie, c'est le pays du Québec. Donc, c'est l'indépendance qui est à faire. Puis, j'aime mieux parler de... On parlait de collectif tout à l'heure. Donc, c'est pas une figure unique qui va nous mener comme un berger, le menant son peuple à l'indépendance. C'est collectivement qu'il faut le faire. C'est socialement, c'est ensemble. Donc, ma vision, elle est beaucoup plus progressiste que de droite, ça, assurément. Et dans l'œuvre majeure qui est la Passion du Québec, donc qui reprend les stations de l'agonie de Jésus jusqu'à sa mise au tombeau, précédant la résurrection, ben, mon agonie du Québec, elle se termine avec la mise au tombeau qui est, oui, le COVID qu'on vient de connaître, mais qui est l'élection et la réélection de la CAQ, qui est... qui est nationaliste, qui fédère tout le vote indépendantiste et nationaliste, mais qui sont quand même de droite. Donc, pour ma part, le pays ne se fera jamais avec un premier ministre comme ça, puis un groupe politique comme ça. Donc, moi, ce que j'aime, c'est les deux stations que j'ajoute qui résument beaucoup l'exposition, qui résument aussi le parcours national qui, moi, m'intéresse. C'est le processus de résurrection, et la résurrection serait une forme de retour du Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui était très collective, de gauche, avec d'Allemagne, Bourgault, Ferretti. Donc, une indépendance préparée par le peuple, ouverte à tous ceux qui veulent s'y joindre.
Et ensuite, ben, la suite dans le politique, qui serait la résurrection, qui serait l'avènement d'un pays Québec. Ça peut pas juste être un mouvement social puis en rester là. Ça prend quelqu'un qui fasse le pays. Et à date, René Lévesque, c'est certainement pas le Messie, c'est un prophète qui a manqué sa shot. T'sais, il l'a pas fait le pays. Jacques Parizeau l'a pas fait le pays. Ceux qui l'ont aidé, Bouchard puis Dumont, ben ils n'ont pas réussi à le faire non plus. Puis Legault le fera pas, Bourassa l'a pas fait. Donc non, moi je m'intéresse plus à l'idée que le peuple peut porter, puis ensuite ben, qu'il soit fait de façon progressiste, collective, ensemble, et l'officialiser. Le Messie, c'est l'indépendance du Québec. Et je suis content que vous avez mentionné vos racines progressistes. Je tiens à rappeler à l'auditoire de Radio Infocité que la vision du PQ à l'origine, c'est une vision socio-démocrate. Et j'ai fait un atelier dialogique avec le docteur Jacques Parizeau, et j'ai lu bien docteur. Il était le tout premier Canadien-Français à décrocher le doctorat au prestigieux London School of Economics. Qui plus est, on lui a offert en poste la permanence au London School of Economics et de plus, il n'avait que 25 ans quand il a décroché. Et qui était son surveillant de thèse doctorale? Nul autre que le prix Nobel en sciences économiques. Donc ce n'est pas parce qu'on est économiste qu'on ne peut pas avoir une vision socio-démocrate dans votre projet de société. Mais là, toujours dans cette veine de l'avocat du diable, quand je vois vos œuvres, Simon Baudry, et j'avais vu une exposition précédente, je me pose la question, et cette question est certes esthétique, mais elle est aussi morale et éthique. Vous êtes artiste de l'art contemporain. Oui. En même temps, vous êtes militant et vous êtes activiste. Alors, votre quête, c'est de réconcilier ces identités. Ben, dans le fond, je ne sais pas si je suis activiste, je suis très certainement engagé pour l'indépendance du Québec. C'est le moteur de ma démarche, mais c'est le moteur de beaucoup de discussions avec des amis que je peux avoir. C'est ce qui oriente mon vote aussi de façon politique. Puis c'est donc ça, c'est une chose. Puis là, désolé, j'ai perdu un peu le fil et la question. Activiste, militant Oui. et artiste contemporain. Ben, et sous un chapiteau, plusieurs personnes, comme critique d'art, on va dire, est-ce que son art est didactique? Ouais. Ben, Que diriez-vous là-dessus? Aussi, on me reproche souvent d'être publicitaire, tu sais, puis donc de vouloir qu'il y ait un but ou un message à passer. Donc, tout ça, moi, c'est des morceaux que je n'oppose pas les unes aux autres. Je les allie ensemble, puis ça fait la particularité de mon art, puis de ma personne, puis de mon œuvre qui se bâtit. Mais je pense pas que l'art que je fais, c'est pamphlétaire, puis c'est, comment je peux dire, activiste. Parce qu'il y a beaucoup de place à s'y faufiler et à s'y projeter. Il y a pas comme, voici les choses de façon dogmatique, voici ce qu'il faut. Ça, c'est une vision, il y a une ouverture et il y a beaucoup d'humour aussi à travers les œuvres. Que j'aime bien utiliser l'humour. C'est une stratégie de mise en relation. C'est une stratégie aussi de désalourdir tout le propos, mais c'est clair qu'il y a une séduction qui s'opère. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse le pays. Donc, c'est sûr que ça prend du monde qui vont vouloir le faire ou peut-être même qui vont changer de leur façon de penser pour adhérer à l'indépendance du Québec. Sinon, on ne le fera pas. Mais je ne le fais pas dans une optique pamphlétaire et activiste au sens d'une obligation. Mais attention là, parce qu'il se peut en quelques siècles, et je parle en connaissance de cause comme historien,
l'art pamphlétaire de la Révolution française est le sujet de thèse doctorale en histoire de l'art et en histoire. L'art pamphlétaire de la Révolution bolchevique est sujet de thèse en histoire de l'art, en historiographie. Donc, peut-être que vous jetez les bases pour des études et des recherches futures. Mais j'aimerais donner le dernier mot à notre invité de l'Université du Michigan, professeur Geneviève Zoubreski. Vous avez fait le pont entre tout un parcours historiographique et l'art contemporain de Simon Beaudry. Vous diriez que l'épicentre est où chez lui? Dans sa vision créative, dans sa démarche artistique. Vous êtes à l'extérieur, mais vous l'avez étudié. Où est l'épicentre de sa vision créative, de sa démarche artistique? Moi, je crois que c'est sur sa vision du Québec. Parce que tout tourne autour d'un Québec pays, justement. Que ce soit par son remodelage d'objets, même. Tu vois, tu avais tes cuillères de bois, que tu avais les cuillères de bois, le chalumeau. Avec les clous, ouais. Il y a ça, il y a le drapeau, c'est qu'il y a des objets de tous les jours, des objets quotidiens, le chalumeau, mais aussi le drapeau. Ensuite, c'est repenser l'iconographie religieuse, repenser l'histoire du Québec avec le Canadien français. Alors, je crois que quand Simon parle de son œuvre, justement, qui est en train de construire le fil conducteur dans son œuvre, c'est une vision du Québec. C'est vraiment une vision du passé, du présent et du futur. Et c'est ironique que vous mentionniez cela, parce que il y a chez Simon Beaudry, dans cette exposition, mon humble avis, en parallèle avec Marcel Duchamp, qui prenait des objets banals, quotidiens, pratiques qu'on prend pour acquis, qu'il les a esthétisés, et on pense à l'urinoir de Marcel Duchamp. Donc, qui fait de l'art? Quand vous prenez un objet banal et vous en faites de l'art, le simple fait de l'esthétiser est l'équivalent fonctionnel de sacraliser l'objet. Et voilà un autre enjeu. Il y a une différence, par exemple, avec l'urinoir qui est un ready-made, où la transposition, elle est de l'ordre de « OK, c'est plus une urinoir fonctionnelle, c'est une œuvre telle quelle ». Moi, par exemple, si j'utilise la coupe Stanley, je mets du sang à l'intérieur. Donc, si j'utilise une cuillère de bois pour faire de la musique, j'y ai planté des clous dedans pour le transformer en objet de torture, ou le bâton de hockey dans l'exposition, il n'est pas tel quel. Il a été transformé en baïonnette, en fusil baïonnette. Donc, c'est dans l'optique d'ajouter du sens aux objets qu'on connaît. Donc, oui, les objets usuels de tous les jours, mais d'amener sur le domaine de l'art. Donc, le chalumeau, il n'est pas tel quel. Il devient vaisseau spatial ou objet de communication avec les autres. Une métamorphose. Où est-ce qu'on pourrait voir vos œuvres maintenant et à l'avenir, Simon Beaudry? Ben maintenant, donc là, on est vendredi saint. Donc samedi et lundi, c'est à la Galerie Les 3C à la salle pour 2 jours. Sinon, dans un mois environ, donc dimanche, le 7 mai à 15h, je vais faire une performance sur la place des festivals à Montréal, dans le cadre de Cuisine ta ville 2023 organisé par l'ATSA. Et j'y aurai une petite chapelle dans laquelle il y aura la statue de René Lévesque qui pleure des larmes de sang, les divinités embouffetées de chalumeau qui sont ensemble pour tenter de préparer un nouveau cépage. Et je ferai une performance avec tous les vêtements que porte le personnage dans l'exposition en portant son billot traversé par une clôture. Donc, je vais faire une procession de croix, un chemin de croix sur la place des festivals le 7 mai prochain. Merci à nos invités. Merci, professeur Geneviève Zoubreski de l'Université du Michigan, un privilège de collaborer et de dialoguer avec vous. Et Simon Beaudry, merci à Jean-Marc Drolet, à la régie, et à la prochaine. Merci. Merci. Au revoir.
Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.